Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là, Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes évidemment la personne la plus indiquée, certainement, pour réagir, commenter à ce qui se passe. On va peut-être préciser exactement ce que dit Vladimir Poutine ce soir. Depuis l'époque de Napoléon, dit-il, depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certaines personnes sont toujours désireuses. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon en oubliant comment cela s'est terminé. Comment est-ce que vous interprétez cette phrase du président russe ? Je crois qu'il ne faut pas chercher à interpréter les phrases du président russe. Nous sommes en situation de guerre aujourd'hui. Toutes ces déclarations ne sont que des manipulations. Donc je pense vraiment qu'il faut agir, comme l'a fait le président hier soir, avec gravité, mais avec un certain sang-froid. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas se laisser dévorer par l'actualité aujourd'hui. La question fondamentale, c'est comment on construit un rapport de force européen. Nous voyons bien que le droit recule, que c'est la force qui avance, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec les États-Unis, partout. Et on voit bien que les nouvelles puissances, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Turquie, tout ça, ne rêvent que de puissance, de rapport de force. Ce rapport de force est-il en train de se construire ? On l'apprend à l'instant, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Les 27 donnent le raccord pour muscler le financement militaire. On en est pour l'instant aux pétitions de principe. Est-ce que l'Europe est de taille à faire pièce à la Russie ? Je le pense. Je pense que si on réussit à avoir un leadership, parce que à 27, c'est très dur de faire la guerre. Donc il faut qu'il y ait un leadership, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est apparu ces dernières heures, ces derniers jours, c'est cette double alliance, d'une part franco-allemande, avec le chancelier futur qui vient chez nous, et d'autre part l'anglais, qui organise le sommet. C'est-à-dire qu'on fait un sommet européen en Angleterre. Il faut quand même le faire, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Parce qu'apparaît là un trio qui est donc le Premier ministre anglais, le chancelier allemand et le président français, et que tous les trois peuvent peut-être guider cette action qui doit être européenne, mais élargie au Royaume-Uni. Jean-Pierre Raffarin, vous dites trio, oui, mais ce soir, c'est la France seule, et c'est le président de la République seul que la Russie attaque. On voit bien à quelle fois on commence à avoir une obsession de Poutine, de Lavrov, des gens de Moscou sur la France. Parce que c'est la France qui est un peu pilote dans cette affaire. Parce que la France a pris une place internationale majeure. Quand l'initiative au Royaume-Uni, c'est une initiative de la France et du Royaume-Uni. Les initiatives au Bruxelles, c'est le président qui a lancé cette idée. Donc il y a vraiment une place aujourd'hui toute particulière pour Macron. Donc c'est normal qu'il soit là-ci. Mais moi je pense qu'il ne faut surtout pas se laisser dévorer par ça. Il faut se dire comment on progresse dans notre rapport de force. Et donc c'est tous les jours avec les Allemands, avec les Anglais qu'on construit les choses. Et il ne faut surtout pas trop parler. Nous sommes en guerre. Là, on parle, tout le monde parle. Là. Oui, à commencer par le président lui-même. Mais bien sûr, mais il faut faire des choses aujourd'hui qui constituent la force. Là, on voit bien que Trump ne joue que sur la force. Si on n'a pas de force, on ne va pas exister. On sera dévoré. Mais aujourd'hui, la France, l'Allemagne, avec sur le plan militaire l'accord avec le Royaume-Uni, ça pèse. Et jamais il nous parlera sur ce ton si nous sommes rassemblés. Monsieur Trump, il va baisser de ton si on est rassemblés. Est-on si sûr de cela ? Est-ce que militairement, on va entrer dans le détail un peu plus loin, et je rappelle que notamment l'amiral Vichot, qui est vraiment le meilleur spécialiste de la dissuasion nucléaire sans doute ici en France aujourd'hui, celui qui a été le plus aux commandes, disons, sera notre invité. Dans quelques minutes, on l'entendra. Mais la force nucléaire française est considérable. Mais pour le reste, la force conventionnelle, tout le monde l'admet aujourd'hui, elle a tellement diminué. C'est pas qu'elle a diminué, c'est qu'elle n'a pas progressé comme on aurait pu le souhaiter, même s'il y a eu des lois de programmation militaire qui ont été votées à l'unanimité et que les budgets ont beaucoup augmenté. Depuis 2017, et tout le monde le reconnaît, Emmanuel Macron, ça il faut le reconnaître. Avant 2017. Avant, regardez la courbe. On peut vous la ressortir, Jean-Pierre Raffarin. Et vous êtes, pardon, je ne veux pas vous mettre pas en cause, mais depuis l'époque du général de Gaulle, ça a été une longue descente. Écoutez, il y a eu la loi de programmation militaire de Jacques Chirac. Je connaissais un ministre qui a quitté un conseil de défense à cause de ça. Vous vous souviendrez peut-être de cet destin. Un ministre très important qui est devenu président de la République, qui quitte parce qu'il trouve que le budget de la défense va être trop important. Il vient d'être nommé ministre de l'économie. Donc il y a un certain nombre de sujets qui ont été traités déjà dans le passé sur tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre armée, notamment par ses compétences, vous savez, sur mes 3 ans à Matignon, une des choses premières que j'ai, quand j'ai regardé les différentes administrations, la qualité de notre armée est
quelque chose d'extraordinaire. Le système des états-majors, l'organisation militaire, le recrutement des gens, comment les jeunes colonels sont coachés avant de devenir des généraux. Il y a un travail formidable. La qualité humaine de notre armée est une force considérable. Ça n'enlève rien à cette qualité, mais les budgets. Monsieur Lecornu lui-même. Il n'y a pas que les budgets. Si vous n'avez pas de la matière grise dans la stratégie... Sébastien Lecornu lui-même, il était dans notre émission, il avouait, il disait il n'est pas normal que le contribuable américain paie davantage pour la défense de l'Europe que ce n'est le cas des Européens même. Je suis d'accord. 2% en France, 3,5% chez eux. Je suis d'accord qu'il faudrait faire plus. Je suis d'accord que si on avait pu faire plus. 2%, 3,5%. Mais vous savez bien que c'est pas facile de gouverner ce pays. Vous savez très bien qu'il y avait des majorités entières pour les budgets qui ont été faits. Donc on peut toujours juger le passé, mais dans une période différente, les choix étaient différents. Aujourd'hui, il est très clair que nous avons une armée formidable et si on augmente les moyens, ils seront capables de gérer les moyens. Parce que si on n'avait pas cette qualité humaine, si on n'avait pas l'infrastructure technologique que nous avons, les moyens supplémentaires ne seraient pas efficaces. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de progresser sur ce terrain-là. C'est pas de discuter avec M. Poutine pour le moment. La discussion avec Poutine, les choses sont assez claires. Où il y a un cessez-le-feu et on peut négocier. Et s'il n'y a pas de cessez-le-feu, on ne négocie pas pendant qu'on se parle. Jean-Pierre Raffarin, on ne va pas refaire le passé. Un point encore peut-être, c'est l'abolition du service militaire. C'était un symbole si fort. Est-ce qu'on avait moralement désarmé? Vous avez été le Premier ministre Jacques Chirac. Il était, je crois, un des derniers présidents de la République à avoir combattu. Il était combattant pendant la guerre d'Algérie. Dieu sait si lui avait... Il était fanamili même, comme on dit. Et pourtant, c'est une époque où on se disait, c'est fini. Mais je pense qu'il a eu raison de faire ce choix. Aujourd'hui, la défense, c'est de la technologie, ce sont des ingénieurs. Et la masse. On le voit. Le président de la République hier dit cette armée russe où il y aura 300 000 hommes de plus. Mais bien sûr, mais on voit tout à fait que si on n'avait pas cette qualité technologique que nous avons aujourd'hui, nous n'aurions pas une puissance militaire suffisante. Donc c'est vrai on peut avoir besoin de masse, mais globalement, le service militaire tel qu'il était à l'époque ne servait plus cette armée qui est une armée. Quand vous voyez que le pilotage des Rafales, ce sont des ingénieurs qui pilotent tout ça aujourd'hui. Donc ça demande, c'est pas un recrutement sans sélection. On va parler dans un instant dans des premiers points d'affrontement, puisque maintenant il y a une escalade verbale si considérable, on l'a vu en ouvrant cette émission, entre la France et la Russie, c'est la question des troupes au sol. On va entendre d'un mot le ministre des Affaires étrangères russe. Mais d'abord, votre regard là-dessus. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des troupes françaises et autres, des troupes européennes, une fois qu'il y a un accord ou un cessez-le-feu, de maintien de la paix? Je pense que oui. Je pense que notre métier d'Européens, ce sera d'éviter que la guerre revienne. Et donc, il faudra assurer la paix, il faudra assurer les accords. Donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir de négociations avant le cessez-le-feu. Quand il y a le cessez-le-feu, il peut y avoir négociation. Et à ce moment-là, il faut déployer des forces de maintien de la paix pour rendre stable la paix. Alors, c'est déjà un chiffon rouge pour les Russes. Écoutez la déclaration tout à l'heure de Lavrov, donc le patron de la diplomatie russe. Nous ne voyons pas de place pour un compromis. Cette discussion est menée avec un objectif ouvertement hostile. Macron et Starmer, selon la manière dont ils décrivent leur plan, doivent suspendre les hostilités pendant un mois. Et au cours de ce mois, ils veulent déployer des troupes tout en négociant les conditions de la paix. Si on déploie des troupes sur le territoire, alors on ne veut probablement pas négocier de quelconques conditions, car on crée un facteur de tension supplémentaire sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, le cas échéant, est-ce qu'il faudra y aller même en dépit des Russes? Je pense que la question fondamentale, il n'a pas bien compris, monsieur Lavrov. C'est que il a trop bien compris. Si il y a un cessez-le-feu, il y a un accord de cessez-le-feu. C'est cet accord qu'il faut faire respecter. Donc il ne s'agit pas de continuer à se battre, il s'agit de faire respecter l'accord de cessez-le-feu. Donc il s'agit des troupes, mais peut-être qu'il fait une confusion. Ça s'appelle le maintien de la paix, et s'il était plus souvent à l'ONU, il verrait que c'est une organisation qui marche bien. Mais monsieur Raffarin, vous savez très bien ce qu'il veut. Il préférait qu'il y ait des casques bleus fidjiens, une sorte de finule qui ne menace personne que d'avoir des Français, des Anglais c'est ça. Le fond de l'affaire, c'est que tant qu'il y a aujourd'hui une guerre avec un engagement aussi violent que ce qui est aujourd'hui, nous ne pouvons pas engager de négociations. Il n'est pas question pour nous d'entrer en guerre. Donc les choses sont réglées. Tout ça est assez simple. Cessez-le-feu, accord de cessez-le-feu, négociation ouverte et maintien d'un dispositif de maintien de la paix pour garantir la paix. La France a-t-elle peur de la guerre ? Jean-Pierre Raffarin, la France, tout en étant très courageuse, on voit qu'elle prend la tête, effectivement, d'une certaine manière du combat face à la Russie. Courage.
Et en même temps, est-ce qu'elle a peur de la guerre ? Alors, la France, si on parle de l'ensemble des Français, je pense que les gens ont peur de la guerre, mais ils ne veulent pas une paix qui soit une capitulation. Donc, ils savent ce que c'est que la résistance, les Français. Ils savent aussi ce que c'est que la collaboration. Donc, ils savent quelle est la différence entre les deux. Les deux, c'est que quand on est attaqué, on résiste. Là, on est en situation, on est attaqué, donc c'est la résistance. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un accord de cessez-le-feu, puis des négociations. Donc là, je pense qu'il faut que nous puissions construire un rapport de force, y compris dans les négociations. Donc, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est que Français et Allemands, on harmonise nos positions sur les grands sujets, relations avec les États-Unis, relations avec la Chine, relations avec le budget de la défense. Et que si on a ce triptyque-là, auquel on pourra ajouter plus tard les relations avec l'Afrique, avec les Allemands, si on a ce triptyque-là, à ce moment-là, on peut avancer dans un rapport de force qui sera consistant et qui sera lu comme tel par les Américains. Ce qui touche le plus au vif les Russes, c'est la question nucléaire. Hier, quand le président de la République dit, il ne parle pas de partage nucléaire, on sait bien que ça n'est jamais le cas, il y a une seule personne qui appuie sur le bouton, mais il dit on va réfléchir à une protection élargie du continent, des alliés européens. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que la France aille dans ce sens ? Le RN, par exemple, est vent debout contre. Moi, je crois que c'est une bonne orientation. Pourquoi ? Parce que moi, mon analyse, je le répète depuis longtemps, c'est le leadership de l'Europe. Il faut une force. Aujourd'hui, c'est la force qui gouverne plus que le droit, hélas. Pour avoir une force, c'est qu'avec les Allemands que nous pouvons la construire. Or, les Allemands demandent la protection nucléaire. Donc, je crois que d'abord, on ne reçoit pas sans donner. Si on veut l'union forte avec les Allemands, il faudra qu'on donne des choses. Ouais, comme eux. Pour l'instant, ils ont des avions américains. Donc, mais bien sûr, mais ils ont un nouveau chancelier qui, lui, qui parle de... Le nouveau chancelier a tenu des propos nouveaux. C'est vrai. Il faut être attentif, je vous remercie. Et il faut être attentif à ce qu'ils disent. Donc, pour moi, je pense que, naturellement, c'est une décision française, dans un contexte français, mais je crois que si on pouvait avoir un accord de protection avec un certain nombre de pays, mais notamment commencer à construire cela avec les Allemands, je crois que ce serait une bonne main tendue et ça commencerait à exprimer le rapport de force. Jusqu'où est-ce que cela va ? Certains disent, pardon, mais c'est de la technique. Encore une fois, on posera la question à l'amiral Bichot tout à l'heure, mais des ogives nucléaires françaises sur le sol allemand, comme il y a des ogives américaines. C'est à négocier, c'est à discuter. Mais personnellement, je pense que si on crée une force... Moi, je pense que c'est une réforme un peu... qui peut aller jusqu'à une réforme un peu de l'organisation de la gouvernance européenne. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un leadership en Europe. Ce qui manque à l'Europe, c'est un leadership. Aujourd'hui, même Mme von der Leyen, tous ces gens qui ont beaucoup d'autorité, face à Trump, ça ne pèse pas. Oui, mais pour le nucléaire, vous savez combien pour certains, notamment gaullistes encore, c'est un tabou énorme. Ils disent que c'est pas normal. La bombe ne protège la France et ses intérêts vitaux, mais il doit y avoir une ambiguïté totale. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt vital de la France, c'est un accord franco-allemand. Je ne suis pas, tout le monde ne pense pas comme ça, mais moi je le pense. Mais en termes territoriaux, où commencent les intérêts vitaux de la France ? En Allemagne ? En Lituanie ? Je pense qu'ils commencent en Allemagne. Et quand M. Macron reçoit pour la première fois à l'Élysée M. Xi Jinping, dans une réunion très stratégique, il fait venir Angela Merkel dans une réunion bilatérale France-Chine. Mais non, on est quand même avec les Allemands. Je pense que c'est ça la direction. C'est que sur les questions stratégiques, la position de la France, c'est ce que faisait Jacques Chirac. Avant les réunions internationales, Français et Allemands, nous nous mettions d'accord. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la promesse ? Est-ce que la France peut prendre le risque ? Parce que c'est un risque énorme. C'est un risque, mais c'est un courage de dire... le Lituanien, c'est très loin des frontières de la France. Il doit se sentir protégé par la dissuasion nucléaire française. Ça, je pense que c'est une deuxième étape, ou troisième étape même. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats. Le président veut ouvrir un débat. Ça, c'est un sujet qui doit être ouvert. Mais votre conviction à vous ? Ma conviction, c'est qu'il faut attendre là-dessus. Ma conviction, c'est le rapport de force. Le monde de force. On n'est plus dans un monde qui est gouverné par le droit, hélas, mais par la force. Ceux qui n'auront pas de force disparaîtront de l'histoire. Comment on crée un rapport de force aujourd'hui ? C'est pas par nos discours, c'est pas par nos agitations. On crée un rapport de force le jour où l'Allemagne et la France ont les mêmes positions. Je vais vous raconter une histoire. Quand le président Chirac s'est opposé à Bush pour l'Irak, il m'avait envoyé dans 4 pays
qui étaient les 4 pays qui nous avaient soutenus au Conseil de sécurité. C'était le Mexique et le Canada, 2 frontaliers des États-Unis, et c'était la Chine et l'Inde. Et dans les 4 pays, moi j'arrivais, je disais Chirac a dit, Chirac a vu, bravo Chirac, tout ça. Et qu'est-ce qu'on me répondait? On me répondait Chirac, Schröder. Oui, Schröder, ceci, Schröder. La voix était française, mais le rapport de force, c'était un rapport franco-allemand. L'Allemagne soutenait la France. Et quand ce rapport de force existe, là on est existant. On pèse comme un continent. Donc il faut surtout pas... Qu'est-ce qui va changer de fois, Jean-Pierre, vous rappelez avec raison, c'était en 2003, ça fait 22 ans. C'est 22 ans qu'il y a eu cette crise majeure et on comprend bien qu'en réalité, en 22 ans, pas grand-chose n'a changé, puisqu'on parle maintenant de se libérer de la tutelle américaine. Qu'est-ce qui, cette fois, changerait? Je pense que c'est la position franco-allemande. C'est que à l'époque déjà on disait ça. Effectivement, Schröder, Chirac. Mais maintenant, c'était même rapproché de Poutine, pardon de vous le rappeler, mais c'était beaucoup rapproché de Poutine à l'époque. Mais bien pour sûr, échapper aux Américains. Mais bien sûr, et aux Chinois et à tout le monde. Mais ça a toujours été la thèse gaulliste. Tant qu'on n'est pas menacé dans notre souveraineté, on parle avec tout le monde. L'indépendance, c'est ça. Et on devient résistant le jour où on est agressé ou notre souveraineté est attaquée. C'est ça la question. Mais qu'est-ce qui change cette fois? Pourquoi cette fois vraiment? C'est qu'à nouveau, dans notre histoire, le continent européen a conscience d'une menace. Et donc cette menace, elle est à nos portes. Et là, comment est-ce qu'on réagit? Mais non seulement il y a la menace des Russes, mais il y a une menace mondiale aujourd'hui de désordre. On a une menace au fond, le droit recule. On a cru... Et tout le monde a été dans cette logique-là, que le droit, avec l'ONU, avec l'OMC, avec l'OMS, que le droit allait s'installer, que la régulation allait l'emporter. Et on voit que toutes ces grandes organisations internationales sont aujourd'hui bloquées. C'est-à-dire que c'est la force qui gouverne, c'est plus le droit. Donc où est notre force à nous? Notre force sera le jour où les intérêts allemands et français sont alignés. Là, il n'y a pas grand monde qui viendra nous chercher. L'importance de la dissuasion nucléaire. Il y a une part de secret d'État, mais enfin, Bruno Tertrais, qui est un très bon spécialiste des sujets, a écrit sur ces protocoles de dévolution qui fait que, évidemment, le président est à la manœuvre dans le pire des cas. Ensuite, s'il y a un intérim organisé, c'est le président du Sénat, mais dans l'urgence de la guerre, ça peut être le Premier ministre. Et vous, les Premiers ministres, vous êtes formés à ça. On est préparé à ça, oui. Il y a un chef d'état-major à Matignon dont c'est la responsabilité, avec les autres chefs d'état-major auprès du président, auprès du ministre des Armées, et avec les chefs d'état-major à la tête de chacune des armées, pour qu'on soit préparé à ce dispositif. Oui, ça, toutes les responsabilités en matière de défense, le Premier ministre a des compétences, et donc quelquefois il peut décider d'arraisonner un bateau dans certaines circonstances. Donc ces règles-là sont bien préparées, et on connaît les règles du jeu, ce que fait le président, ce que fait le Premier ministre. Et ça veut dire, pardon, que quand vous êtes arrivé à Matignon, le chef d'état-major de Matignon est venu vous voir et vous a formé en quelque sorte à ça? Mais bien sûr, et le chef d'état-major de Matignon, avec ses collègues, j'ai eu beaucoup de réunions où on m'a informé d'un certain nombre de responsabilités. Et le président de la République lui-même, j'ai passé souvent des heures avec le président Chirac. Mais pardon, jusqu'au déclenchement technique de la bombe? Ça, je ne vous le dirai pas. Ça, c'est le secret. Ça, on ne revenira pas comment ça marche. Mais qu'on sait comment ça marche, oui. On voit à quel point, aujourd'hui, depuis 1945, et aujourd'hui encore, le poids de la France, et là, merci notamment de Gaulle, même si ça a été préparé avant, le fait d'être une puissance nucléaire change tout dans la gradation des puissances. Bien sûr. C'est un élément très important, et c'est une des forces de la France aujourd'hui, avec la position au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est très amoindrie aujourd'hui, parce que le Conseil de sécurité est bloqué. Donc il y a une position française qui est très forte. Mais d'ailleurs, grosso modo, c'est comme ça qu'on a pu, quand on a voulu peser avec l'Allemagne, c'est que, grosso modo, c'était l'économie allemande et la diplomatie française qui, en alliance, faisaient une grande force. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop se disperser, il faut construire une force. Et cette force, c'est forcément une force stratégique qui fait qu'on met des intérêts en commun. Comment expliquer que la Russie apparaisse maintenant comme une menace, alors que, sur nos plateaux, beaucoup de généraux français disaient, il y a encore quelques mois, 2022, on a ressorti certaines archives, le général Yakovlev, par exemple, qui disait « Cette armée fait pitié, ses chefs sont nuls ». On parlait des soldats russes alcooliques, aux chaussettes trouées. Et puis 3 ans plus tard, on nous dit « Menace existentielle ». Beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent diront « Il y a quelque chose qui cloche ». Bien sûr. Je pense d'abord que il y a, en période de guerre, toujours une forme de radicalisation. Et d'ailleurs, on le voit dans l'opinion publique française. Et on le voit probablement dans l'opinion publique russe. Donc il y a une forme de radicalisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de plus en plus pour et d'autres qui sont d'ailleurs de plus en plus contre la guerre. Et que tout ceci crispe terriblement les choses. Vous savez, la guerre n'apporte rien de bon. Elle détruit tout.
Elle détruit tout, mais la pensée, elle détruit la cohésion nationale, elle détruit tout. C'est pour ça, regardez comment la France est sortie entre les résistants, les collaborateurs, tout ça, toutes ces séquelles qui sont restées dans notre propre histoire. La guerre, c'est un virus dont on a du mal à se séparer. Donc il faut, si possible, à tout point l'éviter. Mais pas l'éviter en capitulant. L'éviter en construisant une paix durable. Donc de ce point de vue-là, le discours du président de la République était à la fois raisonnable, mais en même temps grave. Quand on dit que la Russie est une menace pour la France, que le danger se rapproche des frontières, Jean-Noël Barrot a même dit qu'il y a un risque de servitude. Il y a un choix entre le combat et la servitude. C'est un mot très fort. C'est l'idée que la France pourrait être dominée. Je pense que quand on est en responsabilité gouvernementale, il faut forcément qu'on envisage le scénario le plus grave. C'est une question de responsabilité. À partir du moment où le scénario est crédible, même s'il n'est pas forcément probable, mais s'il est crédible, vous devez l'anticiper. Dans les servitudes, et devez assumer. Servitude, ça veut dire une guerre. Mais la guerre, ça ne veut pas dire simplement de la cyberguerre ou que sais-je. Servitude, ça veut dire le risque d'être envahi. Et oui, écoutez, quand on bloque des hôpitaux, on en est dans des processus de servitude. Si on bloque la santé des Français, parce qu'on ne peut pas tout ça par des questions de cybersécurité, on est quand même dans des questions qui touchent la servitude. Donc, je pense que la responsabilité du gouvernement, c'est de nous préparer et de faire en sorte qu'on soit en toutes circonstances prête à éviter ce qu'on a connu dans le passé. Est-ce qu'il est possible qu'on soit aveuglé au point, il faut voir toutes les hypothèses, il y a l'hypothèse d'une armée russe surévaluée, il y a l'hypothèse au contraire d'une armée russe sous-évaluée, façon années 30 Hitler, où on se dit il n'osera pas, il ne voudra pas, et en réalité cette armée est en train de monter. Je pense que c'est pas l'armée qui monte, c'est l'escalade des tensions, c'est au fond cette brutalité à laquelle Trump participe personnellement à outrance. C'est cette brutalité qui fait que les tensions montent, que les paroles deviennent de plus en plus... J'ai vu un communiqué qui venait de la Chine où on parlait de guerre. Donc on voit bien que des mots qu'on n'employait pas il y a encore quelques mois, aujourd'hui deviennent des mots courants. Donc c'est cette escalade-là qui nous fait dire, quand vous regardez le nombre d'ogives qu'ils ont, les Russes, quand vous voyez leur arsenal nucléaire, vous vous dites l'escalade nous conduit forcément à des tensions qui seraient des tensions vraiment extrêmement destructrices. Trump peut-il aller jusqu'à trahir ? Il a commencé. Trahir ? Je pense qu'à partir du moment où vous coupez les renseignements à l'Ukraine, comment est-ce que les soldats aujourd'hui qui sont en première ligne, qui ont plus les renseignements, qui savent plus où sont les adversaires, comment est-ce que eux, je ne dis pas que c'est un procès international, mais le soldat, lui, qui est dans sa tranchée aujourd'hui, qui a plus les informations pour savoir d'où vont venir les tirs de l'ennemi, il doit se sentir trahi. Je pense que les soldats aujourd'hui ukrainiens se sentent trahis, se sentent abandonnés. Peut-il même, nous, au sens encore plus large, trahir ? Écoutez, je ne souhaite pas prononcer des mots qui feraient partie de l'escalade de la brutalité. Donc ça ne sert à rien d'accuser les gens. Je pense que certaines informations de presse, notamment la presse anglo-saxonne, imaginent, puisqu'il y a des composants américains, y compris dans un certain nombre d'armes françaises, les Américains pourraient dire non, mais nous, tout ce qui ira contre la Russie, on n'en veut pas. Ce sont des choses qui sont possibles. Et donc, c'est des choses qu'il faut anticiper. C'est un degré de gravité terrible. Si on en arrive là, c'est la fin de ce qu'on appelle le monde libre. Mais je pense que, en effet, la question en tout cas de l'Alliance Atlantique est aujourd'hui posée. Mais comprenez bien qu'il y a un sujet quand même très important, et vous en êtes au cœur du sujet. C'est est-ce qu'on peut tout dire aujourd'hui, dans une période de guerre, dans les médias ? Parce que forcément, si je vous dis il a trahi, tout de suite on fait escalade. Alors, je ne suis pas important, donc ça ne va pas aller très haut, mais plus on est important, plus on emploie des injures et plus la tension monte. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Je vous dis simplement, si j'étais dans les tranchées, si j'étais un jeune Ukrainien et qu'on me disait demain tu n'as plus d'informations sur les lieux d'où viennent les tirs, je me sentirais abandonné, je me sentirais trahi. Mais ce que je ne souhaite pas aujourd'hui, c'est d'avoir des accusations, y compris avec Trump, dont nous souhaitons une réconciliation aujourd'hui. On a vu ces dérapages, on gardera des souvenirs. Et moi, je n'ai jamais vu un chef d'État mépriser autant les morts de tous ceux qui donnaient le sacrifice de leur vie. En général, dans le discours international, il y a toujours un grand respect de les soldats qui se sont fait tuer pour leur pays,
qui ont été le sacrifice de leur vie. Et que je vois comme ils ont traité Zelensky sans aucun respect pour tous ceux qui ont donné leur vie, je pense que là, on est dans des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais il n'empêche qu'on doit se réconcilier. Parce qu'on a besoin des États-Unis pour avoir la paix en Europe. Et donc, ne serait-ce que pendant un certain temps, au moins, pendant que nous faisons nos efforts de rapport de force et de construction de la paix. Donc, il faut aujourd'hui apaiser les choses pour essayer de construire quelque chose qui ressemble à une force européenne qui existera et qui participera à la paix. Dans la suite de cette émission spéciale, on entendra Gérard Araud. On va parler évidemment de cette nouvelle Amérique. Et je le disais aussi d'une... Il la connaît très bien, c'est très bien. Là, écoutez ce que dit Trump quand il parle dans des termes tout à fait inédits de la domination américaine. C'est-à-dire, il ne parle pas cette fois du monde libre. Il dit vraiment, il parle d'une forme de domination américaine, d'empire américain. Jusqu'où? Écoutez-le. Nous allons forger la civilisation la plus libre, la plus avancée, la plus dynamique et la plus dominante qui ait jamais existé sur la surface de cette terre. Nous allons créer les meilleures qualités de vie, construire la plus sûre, la plus riche, la plus saine des communautés du monde. Monsieur le ministre, quand il dit, vous branlez la tête. Non, mais cette pression sur cette force de la civilisation qu'il porte en lui, c'est quelque chose qui devrait inquiéter beaucoup d'Américains. Mais j'ai un peu le sentiment... Inquiétez-nous. Mais bien sûr, mais nous sommes déjà très inquiets. Vous savez... En général, un bon ami, c'est un ami prévisible. Donc là, on ne peut pas considérer vraiment que ce soit quelqu'un de prévisible. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui sans doute des frémissements. Jusqu'à maintenant, on est quand même très impressionné par le silence des démocrates. On n'entend personne aux États-Unis quand même porter une voix raisonnable et sage. Mais d'après ce qu'on me dit, tous les financiers étaient à l'investiture de Trump, tout ce monde capitaliste qui était souvent contre lui dans le mandat précédent, le sont devenus favorables à Trump. Mais là, il semblerait, vous voyez l'évolution de la bourse, il semblerait quand même qu'il y a une inquiétude qui est en train de monter. Donc nous allons vérifier tout ça, mais si c'est vrai que l'inquiétude monte, il n'aura peut-être pas autant d'arrogance dans quelques temps. Est-ce qu'il est possible que la rupture soit complète? On s'illusionne, beaucoup n'ont pas vu venir ce qui se passait. Rappelez-vous, les meilleurs spécialistes disaient qu'il est isolationniste, il va s'occuper que des affaires de son pays, le reste, il va... Non, il veut conquérir le Groenland, le Panama, il veut se mêler des affaires de tout le monde, il veut imposer des gouvernements nouveaux en Europe, en tout cas via son vice-président. Il est très interventionniste en réalité. Je pense que nous, notre seule stratégie, c'est la souveraineté de l'Europe. C'est pour ça que notre question aujourd'hui qui est posée, c'est la sortie de l'histoire de l'Europe. L'Europe qui a fait l'histoire, eh bien, elle va être complètement... Si elle est éclatée, si on n'a pas une force... Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que moi je milite vraiment au point de marteler que c'est le franco-allemand qui est la solution immédiate, avec les autres, autour des autres. Donc, mais qu'on ait une force qui puisse exister dans ce monde où on va voir apparaître... Et j'étais il n'y a pas longtemps dans les Émirats Arabes Unis. On ne parle pas de la guerre là-bas, ils parlent du business, l'Arabie Saoudite est en train de se développer fortement, il y a plein de gens qui bougent en ce moment. Le monde est en train de bouger, et donc on voit des foyers de guerre et de tension qui sont à peu près partout. Qu'est-ce que va faire notre Europe là-dedans? Et donc, certes, M. Poutine, il faut le suivre de très près, ça c'est le travail des diplomates et des militaires, mais il ne faut pas que les politiques s'amusent à polémiquer tous les matins mais en revanche, soit dans la logique de la construction d'une force. Ce dont l'Europe a besoin, c'est d'être l'expression d'une force. L'Europe puissance, disait Giscard. L'Europe marché, on voit que le marché, c'est formidable, ça crée de la richesse, mais ça ne crée pas de puissance. Il faut de la puissance. Monsieur le Premier ministre, merci. On va retrouver dans quelques instants Gérard Araud. On vous parlera de la société américaine qui est bien. On va l'entendre. Merci beaucoup. Voici les titres.